La Commission énergie de l'Union africaine a bénéficié du soutien de l'Agence internationale de l'énergie. L'objectif à terme, s'attaquer aux inégalités énergétiques dont souffre l'Afrique pour ne pas compromettre son développement économique. Trafic illicite des déchets dangereux, les experts internationaux se retrouvent à Dakar pour la promotion de l'entrée en vigueur de l'amendement portant interdiction de l'importation des déchets dangereux. Cette rencontre de 2 jours devra permettre aux participants de s'approprier les outils pour mener à bien la procédure de ratification de l'amendement pour leur pays. Ibrahim Fall Junior. Arriver à une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, c'est là l'objectif visé par la Convention de Bâle qui est entrée en vigueur en 1992. Cette réunion organisée par le centre de la Convention de Bâle basé à Dakar devra informer les experts des pays partis sur l'amendement portant interdiction du trafic illicite des déchets dangereux, mais également les pousser à la ratification. Cet amendement consiste donc à interdire le transport des déchets dangereux des pays développés vers les pays sous-développés. Et donc l'atelier consiste donc à faciliter, à promouvoir cet amendement, à sensibiliser ces pays en vue qu'ils puissent avoir, si vous voulez, les instruments juridiques qu'ils doivent déposer dans le cadre d'un processus. Au-delà d'une ratification, les pays en développement économiquement faible et souvent confrontés à des défis spécifiques en matière d'interdiction d'importation de déchets dangereux peuvent avoir l'appui du secrétariat de la Convention de Bâle et même de certains pays riches. And of course we do a lot of awareness also in. Avec la Convention de Bâle, nous travaillons beaucoup avec les pays signataires pour les amener à appliquer les normes en matière de mouvement transfrontière des déchets dangereux. Nous avons mis en place en 2002 un comité qui s'est élargi au cours des 10 dernières années. L'approche qui a été suivie par le secrétariat est une approche qui vise à aider le gouvernement signataire à se conformer à la Convention de Bâle. Nous n'avons pas un pouvoir de sanction. Le Sénégal, pays parti à la Convention, a fait la genèse de la problématique du trafic illicite des déchets dangereux en rappelant à l'assistance toute la nécessité d'amener les pays à un engagement fort pour éviter le pire, puisque des déchets dangereux tuent et altèrent notre environnement. L'affaire du Probo Koala en Côte d'Ivoire, survenue en 2006, n'a pas encore révélé tous ses secrets, dira le représentant du ministre de l'Écologie qui considère que l'ampleur des déchets impose aujourd'hui beaucoup de remises en question. Il est essentiel et urgent aujourd'hui que chaque niveau de gouvernement joue sa participation à l'intérieur de nos frontières respectives, à savoir la mise en œuvre de programmes de collecte et de recyclage et d'élimination sur le territoire communal ou intercommunal, la formulation des directives régionales et interrégionales, critères pour l'octroi de facilités, autorisations sur toute la chaîne, des négociations d'entente internationale, mais aussi et surtout la mise en application des règlements des mouvements frontaliers. Le Sénégal aura également souligné l'opportunité de l'économie verte qui promeut l'utilisation de produits non toxiques pour un développement durable. Notre pays a également souhaité l'augmentation du champ d'intervention des législations. Parlons éducation, atelier de lancement du processus de réactualisation de la charte de partenariat en éducation et formation. Objectif visé, améliorer les relations entre les différents partenaires et acteurs du système éducatif pour une meilleure qualité de l'éducation. Elhadji Ndiaye. Les organes de gestion du programme de développement de l'éducation et de la formation PDF ne sont pas tous fonctionnels depuis leur mise en place. L'analyse de la situation permet de constater entre autres la diversité des interventions et le manque de coordination. Pour corriger tous ces dysfonctionnements, le ministère de l'Éducation a organisé cette rencontre pour élaborer une nouvelle charte du partenariat. Nous voulons une charte consensuelle et participative où l'ensemble des acteurs se retrouvent. Donc, je pense que c'est le début du processus. Nous avons déjà fait un travail, réalisé un travail. Nous avons déjà consulté les différentes familles d'acteurs. Et maintenant, aujourd'hui, il faut restituer. La charte du partenariat facilite une répartition adéquate des responsabilités. Mais justement, quels sont les 3 enjeux clés de cette nouvelle stratégie? C'est d'abord la claire compréhension et le respect du rôle et des responsabilités
de chaque partie prenante. Le second, c'est la mise en cohérence des interventions. Enfin, la mobilisation d'ensemble et l'implication massive de tous les acteurs dans la question éducative. Une fois que les règles sont bien définies de manière participative et consensuelle, le problème reste maintenant de surveiller l'application de ces règles par les uns et par les autres, pour que lorsque chaque partie n'aura pas appliqué ces règles, qu'on puisse identifier très clairement quels sont les rôles et les responsabilités et qui a enfreint ces règles, qui ne les a pas enfreintes. Sans régulation, les objectifs d'une éducation de qualité pour tous risquent d'être hypothéqués. C'est dit donc que la nécessité d'une synergie entre les différents acteurs et partenaires d'éducation reste et demeure une condition sine qua non pour une éducation de qualité pour tous au Sénégal. Le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale veut améliorer la gestion de l'institution. Un séminaire de formation sur la bonne gouvernance de la protection sociale a réuni ce week-end les membres du conseil et les cadres supérieurs. Les risques judiciaires et les états financiers étaient au cœur de la formation. Compte rendu à Ramdao. Il y a des instruments de gestion qu'un administrateur moderne doit nécessairement assimiler. Suivant cette logique, le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale est retourné sur les bancs. Ses membres ont pris 2 jours pour s'initier à la lecture d'états financiers. Ils en ont profité pour s'informer également sur les risques judiciaires et les notions de responsabilité sociale, civile et pénale. Et ensuite, il a été procédé à des échanges entre les administrateurs eux-mêmes sur les exigences de la fonction, à savoir la confidentialité, l'efficacité dans le travail, mais aussi l'absence et la résistance au phénomène si regrettable de la corruption. Améliorer les performances pour mieux servir les bénéficiaires de la Caisse de sécurité sociale, une demande que les administrateurs avaient eux-mêmes formulée. Ce séminaire a permis aux administrateurs de la Caisse, qui s'en sont tous félicités, de mieux comprendre, de mieux appréhender, de mieux s'approprier tous les instruments qui pourront leur servir demain pour mieux jouer leur rôle au niveau du conseil d'administration et leur permettre d'avoir, les outils appropriés pour prendre les bonnes décisions. Pour plus d'efficacité dans le service rendu, le président du conseil d'administration a été une nouvelle fois interpellé sur la probable fusion entre la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES. La fusion est inéluctable, elle est irréversible. Je dis que dans les pays membres de la CIPRES, il y a une exception sénégalaise. C'est le seul pays où on a d'un côté une institution qui s'occupe de retraite et de l'autre une institution qui s'occupe, n'est-ce pas, de problèmes de sécurité sociale et autres. Il faut, encore une fois, aller vers la fusion. Cette session de formation des membres du conseil d'administration est une première dans l'histoire de l'institution. La volonté affichée est de se rapprocher au mieux de la bonne gouvernance. Je donne à présent lecture de ce communiqué dans une correspondance rendue publique le 31 août 2012 adressée à plusieurs autorités africaines et internationales. Le gouvernement du Sénégal tire la sonnette d'alarme sur l'exécution le 26 août dernier de 2 de ses ressortissants, Tabara Samb et Djibril Ba, en Gambie. En 3e, Saliou Niang serait en attente dans le couloir de la mort. Les faits d'une extrême gravité ont été perpétrés en violation des principes proclamés dans des instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. En ses articles 3 et 5, plus grave, le gouvernement du Sénégal n'a pas été mis à même d'user de la protection consulaire en application de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. En effet, l'absence d'information a empêché le gouvernement sénégalais de remplir ses obligations d'assistance vis-à-vis de ses ressortissants, mais également de s'assurer de leurs conditions matérielles de détention et d'accès aux soins médicaux en cas de besoin, encore moins d'informer leurs familles. Le gouvernement du Sénégal dénonce cette attitude inacceptable de la part d'un État voisin et exprime sa préoccupation quant au sort de Saliou Niang,
Ainsi, l'État donc du Sénégal estime que tout doit être mis en œuvre pour sauver sa vie. Pour cela, il lance un appel pour une action ferme à l'égard de l'État gambien afin de l'amener à renoncer à l'exécution de Niang ainsi que des autres condamnés à mort dont certains seraient des prisonniers politiques. Enfin, le Sénégal demande d'appeler l'État gambien au respect strict des droits humains, a souligné que les destinataires de cette lettre donc sont M. Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, président de la République de Côte d'Ivoire, le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, la présidente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de la Commission de la CEDEAO et la présidente de la Commission de l'Union africaine, fait à Dakar le 31 août 2012, la cellule de communication du ministère de la Justice. Nous en venons donc à l'actualité internationale. Au Mali, les conservateurs des mosquées plaident pour la numérisation des manuscrits. Ces conservateurs ne veulent pas que ce qui s'est passé à Gao et à Tombouctou ne se reproduise dans leur localité. Djenné vit encore paisiblement au bord du fleuve Niger, une paix menacée par les islamistes. La ville est encore sous le contrôle du gouvernement malien, mais elle est à une centaine de kilomètres seulement de la zone conquise par Ansardine et le Moujao. Gao et Tombouctou sont tombés en avril. À Tombouctou, les islamistes n'ont pas hésité à détruire des mausolées préservés depuis le XIIe siècle. Des milliers de manuscrits étaient également conservés dans la cité des 333 saints. Ce conservateur en a la garde. Les islamistes logés à l'intérieur même du Sedrab Ahmed Baba, là où il y a le plus grand nombre de manuscrits. Et aussi, les manuscrits parlent de beaucoup de choses. Les manuscrits contredisent même ce qu'ils font. De quoi pousser les islamistes à les détruire. 10 000 manuscrits se trouveraient également à Djenné, plus précisément dans les familles qui se les transmettent depuis des générations. Les bibliothécaires tentent de les convaincre de leur confier ces trésors pour qu'ils puissent être numérisés. Ce qui est arrivé à Tombouctou nous enseigne qu'il faut absolument que nous préservions ces manuscrits. Comme ça, même si les islamistes arrivent ici, ils seront désormais indestructibles. Cela fait 1 an que les manuscrits de Djenné sont numérisés grâce à un financement britannique. Un rythme qu'il faut aujourd'hui accélérer selon les conservateurs pour sauver tous ces trésors de l'intolérance religieuse. Nous sommes toujours en Afrique avec ces sujets qui nous mènent respectivement en Afrique du Sud, au Togo, en Libye et au Swaziland. Fait machine arrière, la chef du parquet a suspendu dimanche l'inculpation très contestée de 270 mineurs grévistes. Ils avaient été arrêtés après la mort de 34 de leurs camarades abattus par la police et inculpés pour port d'armes illégales ou menaces contre des collègues non grévistes. D'éventuels chefs d'inculpation ne seront retenus contre eux qu'après la fin de l'enquête. L'ancien ministre togolais de l'administration territoriale, interpellé samedi à Lomé dans une affaire de corruption. Pascal Bojona est cité comme témoin dans une affaire d'escroquerie internationale portant sur un montant de 48 millions de dollars. Il pourrait être inculpé de complicité d'escroquerie dans ce procès qui oppose l'homme d'affaires émirati Abbas Al-Youssef à son partenaire togolais, directeur général d'une société de sécurité. Attentat dimanche dans la ville libyenne de Benghazi. Un colonel de l'ancien régime a été tué dans l'explosion de sa voiture. Ce n'est pas le premier assassinat visant des anciens membres de l'appareil de répression de Kadhafi. Ces attaques sont généralement attribuées à des islamistes radicaux sévèrement réprimés sous l'ancien régime. Des milliers de jeunes filles ont participé lundi à la traditionnelle danse des roseaux au Swaziland. Durant de longues heures, les chants ont accompagné les danses à proximité de la résidence du roi Mswati III. Une tradition vivante mais très contestée, le roi ayant pris l'habitude de choisir chaque année une nouvelle épouse parmi ses jeunes vierges. Retour à l'actualité nationale, c'est d'abord pour parler du Magal des 2 Rakas de Cheikh Ahmadou Bamba qui sera donc célébré ce 5 septembre. Les premières activités ont démarré
En attendant la grande journée de prière prévue ce mercredi, pour l'heure, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Maman Moussagna. À l'occasion de l'ouverture de la semaine des 2 Raka, le Coran a été lu 313 fois, en souvenir au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à Khadimou Rasoul. Jeudi dernier, la communauté mouride a célébré la journée dédiée à la femme en hommage à Sokhna Mame Diarra Bousso.